Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on plonge au cœur du mouvement du communautaire à bout qui se tiendra du 23 mars au 2 avril prochain. Partout au Québec, des groupes se mobiliseront pour dénoncer le sous-financement et les conditions de travail difficiles dans le secteur. Mais pour mieux comprendre la réalité sur le terrain, j'ai réuni 3 personnes provenant de milieux communautaires différents. Denis Daigle, directeur de la Maison des jeunes de l'Express, Angélique Bégin, coordonnatrice à la Maison des familles, ainsi qu'Amélie Bouliane-Bloin, intervenante chez Droits de vin érable. Avec eux, on parle des défis vécus par les organismes, mais aussi des revendications du mouvement, notamment un financement insuffisant à la mission, de meilleures conditions de travail, une reconnaissance du rôle des organismes et la protection de leur autonomie. Bon reportage. Je suis présentement avec M. Denis Daigle, directeur de la Maison des jeunes de l'Express à Plessisville. Denis, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Ça fait un grand plaisir, Jacob, d'être avec toi ce matin. 100%. Si on commençait par les présentations, nous, on l'a fait un peu en pré-entrevue, là, mais pour quelqu'un qui vous connaisse pas nécessairement à la maison, puis qui ne connaît pas non plus dans le milieu de vie dans lequel vous travaillez, j'aimerais ça que vous commenciez par présenter ça. Alors, mon nom est Denis Daigle, je suis directeur de la Maison des jeunes depuis 1985, donc ça trahit un peu mon âge. Donc, ça fait 40 ans que je suis à la Maison de jeunes, j'entame ma 41e année. Donc, voilà, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis éducateur spécialisé de formation. Et j'ai fait ce travail-là avec passion et cœur toute ma vie professionnelle. On va rentrer dans le vif du sujet, Denis. Oui. Le 23 mars prochain arrive le mouvement du communautaire à bout. Comment est-ce que ça se manifeste, ça, à la Maison de jeunes présentement? Quels sont les enjeux, quels sont les impacts que vous vivez? Bon, il y a quand même il y a un grand mouvement, mais il y a quand même 3 actions qui ont été faites. Nous, on a décidé de ne pas fermer aux jeunes, mais il n'y aura aucune activité programmée, structurée durant les 2 semaines. Il y a des organismes aussi qui ont décidé de fermer 2 semaines et il y a des organismes qui ont décidé de fermer une seule semaine. Donc, ça s'active comme ça. Donc, c'est une grande mobilisation. Présentement, on est 1000 organismes qui ont adhéré au mouvement Le communautaire à bout. Et nous autres, la Maison de jeunes, on va faire des activités de sensibilisation, on va participer aux actions parce qu'il y a beaucoup d'activités, d'actions qui vont être faites sur le territoire Arthabasca-Érable. Nous, on va embarquer là-dedans, l'équipe va embarquer là-dedans. Même, on va essayer d'avoir des jeunes parce que c'est important aussi de sensibiliser les jeunes, de dire que s'ils veulent garder leurs intervenants, les intervenantes, bien, ça prend un peu plus de soutien financier. Pas un peu plus, beaucoup plus de soutien financier, pratiquement le double du soutien financier. Donc, nous, on embarque à 100 000 $ dans le communautaire est à bout parce qu'effectivement, on est vraiment à bout, on est fatigué. Il faut qu'il y ait un investissement massif dans les organismes communautaires là, en 2027. Vous l'avez dit, là, ça part du sous-financement, en fait. Donc, il y a un épuisement, clairement, dans le communautaire, puis dans la Maison de jeunes présentement. Mais comment est-ce que ce sous-financement-là se manifeste? Quels sont les enjeux de ce sous-financement-là? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de salaire à verser à des employés? Ouais. Comment ça se... écoute, la moyenne de subventions octroyées aux organismes communautaires présentement, c'est 200 000. Alors, imagine-toi avec 200 000, une Maison de jeunes qui paye son personnel, son équipe de travail, une direction, 3 intervenants, des infrastructures et des frais d'activité. Déjà là, écoute, 200 000, il est déjà défoncé. Oui. Donc, il faut vraiment se centrer sur notre milieu pour essayer d'aller chercher du financement à l'extérieur. Mais là, on est épuisé. On est fatigué parce que là, on a beau cogner à toutes les portes. Mais tu sais, il y a une limitation quand on est dans une petite communauté, comme exemple Plessisville. La population, à un moment donné, est sollicitée de plus en plus. Bien, il y a une limite à aller chercher le financement. Donc, ce que ça prend le double. Il ne faut pas se le cacher. C'est le double. 200 000 de subventions présentement. Il faudrait passer à 400 000 facilement. Donc, il faut augmenter les budgets gouvernementaux, que ce soit dans le PSOC ou autre, du double. Il faut doubler. Donc, je pense que c'est à 1,6 milliard pour aller pratiquement à 3 milliards au niveau de l'investissement global pour soutenir les organismes communautaires qui sont le tissu social, il ne faut pas se le cacher. Là. C'est nous autres qui répondons aux besoins de la base. On a été créés par la base. La population qui a créé les organismes. Bien, à un moment donné, là, on répond à de plus en plus de besoins. Et là, on n'a pas le financement. Donc là, il y a une fatigue, il y a un épuisement professionnel, il y a des congés maladie qui se donnent. Et là, il y a vraiment, là, on est, comme tu as dit, on est vraiment à bout. Épuisement total. Un épuisement total là,
du personnel en place. Il y a la soupe communautaire également Oui. qui va en prendre un coup là, prochainement, le 1er avril, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a une manifestation qui va se passer alentour de la soupe communautaire. Ça va être un bouillon le 1er avril prochain, au lieu d'une soupe. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cet événement-là? Ben, je ne sais pas si je peux le montrer ici comme ça. Oui, absolument. Donc, nous autres, on a vraiment innové, on a une bonne idée, c'est la soupe communautaire, soupe du miracle du communautaire. Donc, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça prend? On est le 1er avril, donc c'est pas vraiment un poisson d'avril. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour donner un essoufflement, un nouveau souffle aux organismes communautaires? Donc, il y a des ingrédients secrets là, qu'on a là. Donc, 3 tasses de financement adéquat à la mission. Ça prend ça. 2 louches de ressources pour les conditions de travail. Un grand bol de reconnaissance comme partenaire essentiel et une pincée de processus simplifié. Et ça va se faire dans le cadre d'une mobilisation qui va avoir lieu au centre-ville, dans l'espace public du centre-ville, par une marche. Ça dure de 11h à 1h. C'est le 1er avril. On invite toute la population à venir se mobiliser avec nous. Il y a des groupes aussi qui ont un siège social à Victoriaville, qui offrent des services dans la MRC d'érable, qui vont se joindre à nous. Donc, au niveau de la MRC d'érable, la Corporation de développement communautaire, il y a 40 organismes quand même qui sont membres de la CDC. Donc, on souhaite que ces organismes-là participent aussi à la mobilisation. Donc, il va y avoir des mots des porte-paroles qui vont être là, qui vont se dire. Il y a une grande marche. Il y a la soupe miracle du communautaire qui va être offerte par ORAP. Donc, on attend les gens. C'est vraiment notre action. Mais il y a plusieurs actions qui vont se faire aussi au niveau de la région là, durant du 23 mars au 2 avril. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est une mobilisation qui va être ouverte à tous. La population va y avoir accès, peut venir manifester avec vous dans le cadre de ce projet-là. Oui, on invite nos membres. Comme organisme, on invite nos membres. Donc, des jeunes, peut-être des familles, de la Maison des familles, d'autres organismes du milieu, là, comme Droits devant érable. Donc, oui, on va inviter ces gens-là. Mais on invite aussi à la mobilisation à la population parce que, tu sais, comme je te dis, c'est du social. Là. Si les gens ici ont une belle qualité de vie, c'est parce qu'il y a des organismes qui font la job là, à la base. Là. Ça, c'est nous autres. C'est les organismes communautaires qui font ce travail-là, qui s'assurent d'avoir une belle qualité de vie, que les gens soient bien dans leur milieu, qu'ils se sentent en sécurité. Il y a tout ça là, qui est important. Denis, ça fait longtemps que vous êtes pour la Maison de Jeunes. Oui. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de ce mouvement-là? Comment est-ce que les gens en sont venus à bout autant que ça? Est-ce qu'il y a eu une évolution à travers le temps? Je pense que là, on est vraiment, vraiment à bout. Parce qu'on a travaillé fort. Il y a eu des augmentations. À chaque année, il y avait une petite indexation. On était content de ça. On n'était pas très, très super satisfait, super content, mais il y avait une petite augmentation. On se disait, bon, OK. Mais là, tu sais, on est rendu à un point de fracture. Le point de fracture, c'est comme il y a peut-être des organismes qui vont fermer. Il y a des organismes qui sont épuisés. Il y a des équipes en épuisement professionnel. On est rendu là. Donc, on demande une reconnaissance, une augmentation du financement pour nous permettre d'avoir de l'oxygène puis de permettre de répondre aux... Parce que l'objectif d'un organisme, c'est de répondre aux besoins de sa population. Hein. Tu sais, moi, je le fais parce que je travaille là, j'ai un salaire, oui, je suis salarié. Bien, je réponds... Mon objectif à moi, c'est de répondre aux besoins des jeunes de ma communauté. Puis qui développent leur autonomie, qui se sentent bien, qui deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables au sein de leur communauté. C'est ça notre objectif. Fait que, on est là. C'est tout qu'un cri du cœur, mais si le gouvernement pouvait vous entendre présentement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de votre message? Qu'on est essentiel pour eux autres. T'sais, ça, je pense qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas que l'importance de notre travail, puis c'est vraiment ça, c'est que on est là, pourquoi que le communautaire s'est autant développé? Il y a 3000 organismes communautaires, je pense que c'est pas loin de 4000 organismes communautaires. Parce qu'ils répondent à des besoins de la base. Ils répondent à des besoins qui n'étaient pas répondus par le système. Hein? Puis si ces besoins-là ne sont plus répondus, le tissu social il va s'effriter. Puis là, ça risque, là, il va y avoir beaucoup plus. Parce qu'investir $1 en prévention, ça fait économiser $7 en soins de santé. Fait que si on investit $1 dans un organisme communautaire, je te donne juste un exemple. Une maison de jeunes qui reçoit 200 000 par année. Un seul jeune en centre d'accueil va coûter plus de 225 000 par année. Fait que si moi, j'évite un jeune d'être placé en centre d'accueil, je suis déjà payant pour la société. Juste dans l'ensemble. Je reçois 200 000 pour l'ensemble de ma mission. Là. Fait que ça donne un exemple de l'importance de nos groupes dans la communauté. Absolument.
Denis, on va y aller de la conclusion. Merci beaucoup d'être Ça me venu fait témoigner. plaisir. Merci d'être venu partager tout ce qui se passe dans le communautaire présentement. Maintenant, au tour d'Angélique Bégin de venir témoigner pour le mouvement du communautaire à bout. Angélique, bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Merci de vous être déplacé et de prendre de votre temps. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour échanger avec toi, Jacob. Donc, tout ce mouvement-là, en fait, non, excusez-moi, on va commencer par les présentations. Donc, pour quelqu'un qui ne vous connaisse pas nécessairement, juste simplement vous présenter un peu, me parler de votre parcours, puis de la Maison des familles. Oui, ben en fait, je suis à la coordination de la Maison des familles depuis 7 ans déjà. Par le passé, j'ai gravité aussi dans le milieu communautaire. Donc, tout de suite après mes études, ça a été le milieu communautaire qui m'a beaucoup interpellée. Et là, c'est la mission famille. Donc, auprès des familles du milieu dans l'érable, c'est un organisme qui est merveilleux. Je sais que ce qu'on fait, c'est formidable. Puis qu'on est un organisme qui est très apprécié aussi au sein de la communauté. Là. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le mouvement communautaire à bout qui arrive très bientôt. Est-ce qu'il y a de l'épuisement chez vous? Comment est-ce que ce mouvement-là se manifeste? Quelle est l'importance de ce mouvement-là chez la Maison des familles? En fait, oui, on dirait que ce mouvement-là a commencé en fait en octobre dernier. Puis au début, on dirait que ça a pris du temps avant que ça s'en vienne peut-être jusque dans notre région, là, dans l'érable. Mais je dirais que ça a fait beaucoup écho parce que nous aussi, je pense qu'on se sent un petit peu à bout. En tout cas, moi, c'est ça que je sens comme coordination qui tient un petit peu tout ça, qui tient l'organisme à bout de bras pour réaliser la mission, mais aussi qui tient l'équipe de travail à travers ça. Puis je l'ai vu dans les dernières années, on dirait cet effritement-là, cette fatigue-là qui s'est installée au sein de l'équipe de travail. Puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des choses qu'il va falloir qu'il se passe pour que ça change parce que on est les gens qui prennent soin des gens. Et nous aussi, on est en train de tomber là-dedans. Puis je pense que ce qu'on fait, on le sait que c'est essentiel, qu'on est des piliers pour nos communautés, mais on ne peut pas le faire au détriment de notre propre santé. Puis s'il n'y a rien qui se passe, en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de le faire au détriment de notre propre santé à nous aussi. Parce qu'effectivement, quand on parle de ce mouvement-là, souvent, ce qui est mentionné, c'est tout l'aspect du sous-financement, mais l'aspect psychologique est peut-être un peu sous-estimé dans tout ce qui se passe présentement. Donc, est-ce que vous les voyez, les impacts psychologiques, justement, chez l'organisme présentement? Là? Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des besoins qui sont vraiment grandissants dans la communauté, donc des demandes d'aide qui sont plus grandes, des situations qui sont plus complexes aussi, des besoins qui explosent, en fait, mais du financement qui ne suit pas. Fait que ça devient, à un moment donné, toujours une roue, on dirait, qui n'arrête pas. Donc, des besoins, nous, avec notre grand cœur, on est toujours là, on se dit, hey, il faut faire quelque chose, on va aider, on va soutenir les familles, on va être là. Mais à un moment donné, sans s'en rendre compte, c'est nous qu'on est en train d'épuiser parce qu'on ne peut pas répondre à tous ces besoins-là avec le financement qu'on a actuellement. Puis, il y a des écarts qui se creusent tranquillement et sûrement. Et là, ils sont devenus vraiment grands, ces écarts-là, entre les conditions de travail, en fait, qu'on offre chez nous puis ceux qui s'offrent ailleurs, là, dans les réseaux, au public ou ailleurs. Ouais. Quels sont comment les usagers sont perdants dans tout ce processus-là? Parce que clairement, c'est eux, finalement, qui obtiennent les services, mais s'il n'y a pas de financement, c'est les usagers qui payent au final. Donc, comment est-ce qu'eux sont pénalisés dans tout ça? Bien, c'est sûr que les impacts, c'est directement sur la clientèle. Là, dans notre cas, nous, c'est des familles. Donc, là, en ce moment, nous, on a un service qu'on a dû suspendre parce qu'en fait, j'ai plus de ressources humaines pour pouvoir l'offrir. Là, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux faire, mais c'est ça, c'est qu'on est toujours en mode urgence. Donc, on aimerait juste maintenir des services. En ce moment, c'est difficile, alors que si on avait les moyens, on serait beaucoup plus en train de développer, en train de pouvoir... notre mission, c'est aussi d'agir en prévention. Puis là, moi, en ce moment, je me sens en train d'éviter puis d'éteindre des feux constamment. Alors que ce qu'on doit faire, puis ce qu'on fait, comme on l'a toujours fait, c'est d'agir en amont, de prévenir, d'être là pour offrir du soutien social, pour pouvoir offrir un milieu de vie, nous, pour les familles, leur permettre un endroit où ils peuvent se déposer, se sentir en sécurité, se sentir bien, échanger, créer des réseaux de contacts. Mais c'est difficile pour nous de juste réaliser notre mission là, en ce moment, puis de pouvoir maintenir les services qui sont là parce que on manque de ressources, on manque de ressources humaines, on a du roulement de personnel, des arrêts maladie en ce moment, malheureusement, dans notre milieu. Et ça, comme les ressources humaines, c'est notre richesse, en fait, c'est eux qui offrent les services aux familles. Bien, si eux vont pas bien ou ils sont absents, bien, en fait, les services n'ont pas lieu. Puis est-ce que des fois, vous avez des retours des familles comme quoi, justement, c'est peut-être pas suffisant ce qui se passe présentement? Est-ce que les familles le vivent, cet impact-là?
Je dirais que les familles sont en fait assez reconnaissantes. Puis même par rapport au mouvement là, du communautaire à bout, la plupart nous soutiennent là-dedans et disent, ben mon Dieu, on sait ce que vous faites, ça a tellement d'impact, c'est tellement important. Pour nous, l'organisme, dans notre vie, dans notre quotidien, pour améliorer nos conditions de vie, pour améliorer notre bien-être. Puis on trouve que vous méritez plus. On sait vous êtes là pour nous quand on a besoin. Mais je pense qu'ils le voient puis ils sentent aussi cet épuisement-là qui est là. Puis ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on continue d'être là, tout simplement. Puis là, en ce moment, c'est ça le danger, c'est que juste continuer à faire ce qu'on fait, c'est un défi. Ça ne semble pas être possible pour le moment, de ce que je peux comprendre, de ce que je peux en comprendre, mais tangiblement et concrètement, qu'est-ce que ça prendrait pour faire juste souffler? Qu'est-ce que ça prendrait concrètement? Ça prend plus de financement à la mission. Puis là, je sais que ça, c'est un concept qui est parfois un peu abstrait pour monsieur, madame, tout le monde, ce concept-là de financement à la mission. Mais en fait, le financement à la mission, c'est ça qui permet de réaliser ce pourquoi on est là. Donc, notre mission, ça veut dire qu'on peut payer les ressources humaines. Tu sais, moi, j'ai un loyer à payer, de l'électricité, bon, tous les salaires aussi des employés. Mais moi, j'ai environ 8 autres sources de financement de projets. Fait qu'en ce moment, on reçoit beaucoup de financement par projet pour financer quelque chose en particulier, mais souvent, je ne peux pas mettre du loyer là-dedans, je ne peux pas mettre de l'électricité, je ne peux pas mettre tous mes services à côté, je peux mettre seulement ce qui concerne ce projet-là. Donc, ce que ça prend, en fait, c'est du financement à la mission, parce qu'à chaque fois que je cherche des projets pour réussir à maintenir ce que je fais, ce temps-là, il n'est pas pris pour aider les gens, puis c'est supposé être ça notre mission. Accompagner, soutenir les familles, mais là, je recherche du financement, je fais des redditions de comptes, mon temps, en fait, est utilisé principalement à ne faire que ça, seulement pour survivre, puis réussir à payer les employés. Et pas convenablement, en plus. Ce qui est fou dans votre discours, c'est que présentement, vous semblez en mode solution, recherche un peu partout, mais c'est simplement pour survivre. C'est pas pour nécessairement être au maximum de ses capacités, là. Fait que comment est-ce qu'on réussit à rester dans un milieu où on fait juste survivre? C'est une excellente question. Je ne sais pas comment on fait. C'est pour ça que je pense qu'on est à bout. C'est ça, hein? C'est que là, ça commence à être un point de rupture. Là, ça ne fonctionne plus. Puis c'est un casse-tête de réussir à gérer un budget là-dedans. C'est difficile aussi de pouvoir donner des augmentations. C'est vraiment un casse-tête, en fait, de réaliser tout ça, puis d'avoir autant de sources de financement différentes. Ça, c'est sans compter les levées de fonds, parce que la plupart, on a des levées de fonds aussi. Moi, j'ai plus que 50% de mon financement que je vais chercher à l'extérieur de ma mission. Parce que j'ai un financement à la mission, moi, qui est en bas de 200 000. J'aimerais vous entendre sur l'événement du 1er avril prochain, donc la soupe communautaire qui se transforme en bouillon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce que je sais que vous êtes porte-parole pour cet événement-là, si je ne me trompe pas. Là, je pense que vous êtes porte-parole pour l'événement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me dire? En fait, c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous. Le 1er avril, on invite la population à se joindre à nous. En fait, pour une marche, ça va débuter à 11h. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se mobiliser, de se retrouver ensemble. On a tout un objectif commun, en fait, qui est d'améliorer le communautaire, parce que je pense que si on n'était pas là, la communauté ne serait pas aussi belle et, en fait, comme elle est actuellement. Donc, les gens peuvent venir se joindre à nous pour la marche. Il va y avoir un bouillon qui va être servi aussi. C'est le 1er avril, c'est la journée de la farce. Mais ce qui n'est pas une blague, par contre, c'est que le communautaire est à bout, puis que là, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Fait que s'ils se sentent interpellés, tout le monde est le bienvenu à venir marcher avec nous, à venir revendiquer, en fait, pour des meilleures conditions dans le communautaire. Donc, complètement l'antithèse de ce qui est le poisson d'avril habituellement. Oui. Si le gouvernement nous entendait présentement, qui entendait le cri du cœur que vous êtes en train de pousser, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de ce message-là? Je dirais j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'en fait, le communautaire, c'est un investissement. Puis on dirait que c'est ça qui est souvent oublié, c'est qu'à chaque fois qu'on investit dans le communautaire, finalement, c'est des frais qui sont évités ailleurs. Toutes les études le prouvent. Donc, vraiment, d'investir stratégiquement puis de façon substantielle dans le communautaire, ça va juste être rentable pour tout le monde, parce que je pense que si on n'était plus là du jour au lendemain, il y a énormément de crises qui se passeraient actuellement, puis ça coûterait beaucoup plus cher au réseau. Donc, de nous reconnaître et de nous financer adéquatement pour ce qu'on fait. On pourrait mettre notre temps au bon endroit puis faire ce qu'on fait le mieux. Ça serait bien le fun. Super. Angélique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour le cri du cœur. Merci de vous être déplacé. Puis, bon mouvement du communautaire à bout qui va se dérouler du 23 mars au 2 avril prochain. Merci. Je suis présentement avec Amélie Bouliane-Bloin de chez Droit devant Érable, intervenante chez Droit devant Érable. Amélie, merci beaucoup d'avoir pris le temps, de prendre le temps de venir me parler aujourd'hui. On s'est vu tout récemment, mais même si quelqu'un si quelqu'un s'en souviendrait pas, j'aimerais qu'on commence par les présentations, juste me parler un peu de vous, puis de me parler de Droit devant Érable.
Parfait. Moi, dans le fond, là, récemment, j'ai fait un retour aux études, donc autour de 2021 à peu près, pendant la pandémie. Donc, je suis vraiment nouvelle dans le domaine communautaire. Là. Je suis éducatrice spécialisée maintenant de formation. Donc, je suis arrivée là, chez Droit devant érable à peu près là, novembre 2024. Et ça ressemble à ça. Oui. Rentrer dans un milieu, justement, parce que vous venez de le dire, là, vous êtes tout nouvelle dans le milieu communautaire, mais rentrer dans un mouvement de la sorte, rentrer dans le communautaire qui va mal présentement, là, comment est-ce qu'on s'adapte, puis comment est-ce qu'on fait pour continuer à amener ce train de vie-là, même si on vient juste de rentrer dans le communautaire? Bien, je te cacherai pas, on m'a souvent dit, dans le fond, là, plusieurs personnes qui étudiaient avec moi me disaient, moi, je vais aller plus dans le système, là, dans le public. Ils me parlaient de conditions de travail, ces choses-là. Puis moi, j'ai toujours eu le communautaire à cœur. Fait que quand je suis rentrée, justement, chez Droit devant érable, je me suis rendu compte, justement, tu sais, vraiment... on a quand même là, beaucoup de charges de travail. C'est sûr que c'est le fun parce qu'on peut aller un petit peu partout. On est autonome un peu dans notre façon de fonctionner. Mais c'est ça, la charge de travail est quand même beaucoup là. Fait que c'est sûr que sur le coup, là, j'ai fait un peu le saut. Mais je pense que je me suis adaptée aussi un peu avec le rythme de l'organisme. Mm-hmm. Puis, en tant qu'intervenante, c'est quoi les impacts de ce milieu-là? Bien, c'est sûr, si on parle de la grève du communautaire, moi, les impacts là, que je vis beaucoup dans mon travail, dans le fond, en ce moment, on est 2 à l'organisme, puis on a une personne aussi temps partiel là, qui vient à peu près 3 heures semaine. Donc, on a la directrice qui, elle, s'occupe de vraiment tout le financement, de faire de la recherche, un peu comme Denis et Angélique. Puis moi, au niveau de l'intervention, je suis vraiment là pour accueillir les gens, justement, montrer les présentations, les cafés-rencontres. Ça fait en sorte que moi, mon travail, dans le fond, j'ai 26 heures de payé par semaine. Mais on se rend compte vite que souvent, là, ça déborde. Il y a des besoins plus le soir, il y a des besoins plus tôt le matin. Donc, il faut souvent jongler avec nos horaires. Fait que c'est sûr que moi, au niveau de ma vie de famille, ça l'impacte quand même. Là, souvent, je suis là plus tard le soir avec les enfants. Fait que on a quand même... à ce niveau-là, plus d'enjeux. Puis en étant la seule intervenante, c'est sûr que moi, je dois vraiment rencontrer la majorité des gens. Sylvie, la directrice, ça m'aide aussi quand même là, quand c'est possible pour elle. Mais ça fait en sorte que là, mes rendez-vous sont de plus en plus éloignés de la date que je peux leur donner. Donc, ça ferait pas de tard là, d'avoir une deuxième intervenante de temps plein à l'organisme avec moi. Bien, justement, c'était ma prochaine question. Dans un monde idéal, combien est-ce que vous seriez? Combien d'intervenantes est-ce que vous seriez? Puis vous seriez une équipe de combien chez Droit devant érable pour optimiser le rendement? Bien, pour vraiment optimiser, je te cacherai pas que justement, on n'est pas tant connus, on essaye un petit peu, mais la majorité de la clientèle, pas de la clientèle, mais des participants qui viennent à l'organisme, c'est vraiment des gens qui sont en mode survie. Là, fait que quand ils arrivent avec nous, ils voient plus rien quand on a un problème. Souvent, on est rendu là. Puis souvent, ces gens-là, ils arrivent justement comme ça, là, comme désespérés, désemparés un peu aussi. Fait que nous, on est là vraiment pour essayer de les aider le plus possible. Fait qu'ils ne nous connaissent pas encore vraiment. C'est vraiment quand ils en ont besoin qu'ils viennent. Donc, avoir au moins 2 intervenantes temps plein avec une directrice puis quelqu'un qui pourrait nous faire connaître un peu plus aussi. Fait que je te dirais, l'idéal, là, ça serait 4. Oui, les gens arrivent chez vous en mode survie, mais est-ce que vous, présentement, vous êtes en mode survie chez Droit devant érable? Bien oui. Oui? Puis comment ça se manifeste dans votre quotidien? Bien justement, on reste de plus en plus tard. C'est sûr que nous, on a un financement là, fixe. Donc, on a un salaire présentement. Mais oui, il y a une indexation un petit peu du financement d'année en année, mais l'indexation, suite à l'indexation de nos loyers, de l'électricité. Fait qu'au final, on n'a pas plus pour nos salaires. Fait que, puis on n'a pas plus non plus pour avoir plus d'heures. Donc, ça fait en sorte que, justement, on reste plus tard, on arrive plus tôt, les fins de semaine, on rentre aussi. Mais ça, souvent, dans un organisme communautaire, on peut payer le nombre d'heures qu'on a dans notre contrat, mais tous les dépassements, on peut les mettre de côté, là, justement, se mettre des heures en banque. Mais c'est souvent quand est-ce qu'on les prend, nos vacances, tu sais. Fait que c'est là que ça vient jouer un petit peu. Alors, avez-vous des vacances pendant une année? Êtes-vous capable de vous permettre de partir 1 semaine, 2 semaines? Ça nous arrive, oui, de partir, là, justement, de nos vacances l'été, à Noël. Par contre, quand on revient, c'est là qu'on remet les bouchées doubles. Fait que c'est un peu un cercle vicieux de... on est capable de prendre nos vacances, on est plus reposé, puis après, on repart, on refinit, on est encore brûlé, puis on a de la misère à finir, là, tu sais. Fait que c'est ça un peu sans cesse. C'est un cercle vicieux. Exactement, là. Est-ce que vous avez déjà eu la crainte de devoir mettre les clés dans la porte? C'est sûr que plus ça va, plus, oui, on commence à s'inquiéter. Notre financement, on s'entend qu'il n'est pas super gros. Le coût de la vie commence à augmenter. Les demandes là, sont de plus en plus grandes. Donc, c'est sûr que c'est ça. Si on perd notre financement, demain matin, nous, on ne survit pas, là, parce qu'on vit entièrement du financement qu'on reçoit. Là. Puis vous l'avez mentionné tantôt, mais vous souhaitez vous faire connaître plus
auprès de la population, mais comment jongler entre le sous-financement et se faire plus connaître? Parce que je veux dire, plus vous faites connaître, bien, plus vous avez des besoins, mais il n'y a pas de financement. Fait que comment est-ce que vous jonglez à travers tout ça? Bien, c'est un de nos gros problèmes, Ouais, justement, là, parce qu'on essaye. Encore ce matin, j'ai quelqu'un qui est arrivé à l'organisme qui est venu me dire « Ah, je savais pas que vous faisiez tout ça. Tu sais, fait que c'est un peu du bouche à oreille, mais c'est ça, tu sais, comme tu dis, le manque de financement fait en sorte qu'on a vraiment de la misère à aller rejoindre les gens. C'est Là. ça, à rejoindre les gens. Là. Est-ce que ce manque de financement-là, est-ce que le communautaire à bout présentement, vous ressentez les impacts, mais chez ceux qui utilisent vos services? Est-ce que vous sentez qu'eux sont privés d'un service qui est essentiel présentement? Bien, c'est sûr que oui. Tu sais, je peux parler pour Droits de Vérable, je connais pas tous les autres organismes, mais tu sais, moi, les gens, justement, quand je leur dis, tu sais, ils se sentent vraiment en panique, puis je suis pas capable de les prendre avant, tu sais, d'avoir un rendez-vous avec eux avant comme à peu près 2 semaines, mais tu sais, ces gens-là, ils se sentent comme délaissés, tu sais, littéralement, là. Fait qu'on sent autant leur panique, puis, tu sais, justement, de ne pas être capable de leur en donner plus, veux pas, ça nous affecte nous autres aussi, là. Bien, c'est sûr. Puis, l'attente présentement chez Droits de Vérable, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a une semaine, 2 semaines d'attente présentement pour pouvoir utiliser les services? Bien, c'est sûr que là, oui, mes prochains rendez-vous, moi, sont rendus en avril. Okay. Donc, c'est sûr que quand le besoin est vraiment urgent, on s'arrange vraiment là, pour essayer que la personne puisse avoir comme les besoins essentiels là, en attendant le rendez-vous. Quand on est capable de le prendre tout de suite et qu'on a une petite pause, on le fait. Bien, ça fait en sorte justement que nos heures de dîner nous sont réduites. Les pauses, bien, ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. Là. On en prendrait des fois. Là. Ouais. Vous avez lancé récemment, vous avez renouvelé en fait les cliniques d'impôt. Oui. Comment ça s'est passé, cette clinique d'impôt-là, dans une période aussi critique dans le communautaire? Bien, je te dirais, ça a commencé récemment, puis on est déjà fatigué. Oui, c'est ça. On est déjà brûlé, oui. Ouais. Parce que les heures sont longues, parce que c'est... Combien idéalement, est-ce que vous devriez être pour fournir, puis pour ne pas être fatigué, justement, selon vous? Bien, enfin, on est vraiment chanceux parce qu'on a quelques bénévoles là, qui viennent avec nous, qui donnent de leur temps, littéralement. Tu sais, eux, ils nous aident vraiment beaucoup. Si on ne les aurait pas, bien, je pense pas qu'on pourrait fournir la clinique d'impôt, justement. Je te dirais, tu sais, ce qui est plus dur, là, c'est justement depuis que la clinique d'impôt est commencée, bien, il faut tout que je fasse mon travail, en plus là, de répondre aux besoins alentour. Fait que ça nous met de la charge encore plus. Fait que c'est ça. C'est vraiment la deuxième, puis même dans cette période-là, 3e intervenante, là, ça serait vraiment un plus. C'est super intéressant parce que le communautaire souvent fait appel aux bénévoles, mais est-ce que vous avez le sentiment que les bénévoles ressentent cette pression-là, malgré qu'ils ne bénéficient pas nécessairement d'aide financière, mais juste d'être dans un environnement qui peut être en surcharge? Est-ce que vous le sentez qu'il y a des impacts chez les bénévoles? Bien, c'est sûr qu'ils voient qu'on est fatigué. Quand on répond à leurs questions, bien, ça peut prendre un petit peu plus de temps, justement, parce que là, on est avec quelqu'un. Fait que c'est sûr que des fois, eux veulent pas nous déranger. T'sais, c'est souvent ça, hein, ils veulent pas nous déranger. Fait que ils hésitent un petit peu avant de venir nous voir pour demander une question. Puis au contraire, là, ils donnent de leur temps. Fait que c'est sûr qu'ils sont aussi importants que tout le monde. Là, Ben, Amélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venue témoigner. Puis, bon communautaire à bout qui va se tenir du 23 mars au 2 avril prochain. Merci d'avoir été là. Ben, merci à toi. Comme on l'a si souvent entendu aujourd'hui, le message du communautaire est clair. Les organismes ne peuvent plus continuer à en faire toujours plus avec toujours moins. Les groupes demandent notamment un financement adéquat pour leur mission, des conditions de travail décentes pour les intervenants, une reconnaissance de leur rôle essentiel et la fin du financement précaire qui fragilise plusieurs organismes. Encore une fois, merci à Denis Daigle, Angélique Bégin et Amélie Bouillon-Blin d'avoir pris le temps de venir partager leur réalité avec nous. Et d'ici là, ne manquez pas la chance de participer au mouvement du communautaire à bout du 23 mars au 2 avril prochain. C'était Jacob Canville à la TVC.